Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la récente condamnation contre le président Buyoya pour l'affaire du meurtre sur Ndadaye, le premier président démocratiquement élu du Burundi, élu après des élections organisées par Buyoya. Aujourd'hui, je vais vous parler plus sur la décision de le condamner, parce qu'il a été condamné finalement par des gens que lui aussi a mis au pouvoir. Parce qu'en 96, il a fait un coup d'État. Et après ce coup d'État, il a entamé un processus qu'il a nommé le processus des pourparlers. Il a fait des pourparlers, il a négocié avec les factions rebelles. Et après négociation, il y a eu l'accord d'Arusha. Commençons par Buyoya en soi, sa personnalité. Pourquoi a-t-il on le traite de dictateur parce qu'il a fait des putschs, mais pourquoi est-ce que ce dictateur putschiste, deux fois putschiste, a tout le temps voulu donner le pouvoir à ceux qui le combattent? Qui est-il au fond? Au fait, pour comprendre Buyoya, vous devez réfléchir en termes de ce qu'il a écrit. Pas le livre Mission Possible, qui a beaucoup plus été écrit par David Gakunzi. Disons que Buyoya lui a dit ce qu'il pensait et Gakunzi a mis ça par écrit. Je caricature un peu, mais c'était ça. Non, mais pourquoi Buyoya a choisi, déjà quand il a pris le pouvoir par force en 87, pourquoi il a choisi de le donner par voie démocratique? Pourquoi il n'a pas attendu un coup d'État? Ou pourquoi il n'a pas voulu rester à vie au pouvoir? Et pourquoi, après le deuxième coup d'État en 96, pourquoi a-t-il choisi une sortie démocratique? Pourquoi, au fait, il fait tout le temps des entrées forcées, brutales, coup d'État? Et pourquoi il veut toujours sortir clean, démocratie, il ne s'est rien passé, les gars, je vous ai donné le pays, la communauté internationale est là et elle approuve. Alors, il faut savoir que M. Buyoya a écrit, quand il était jeune, sur l'indépendance d'Algérie. Et les accords d'Évian, c'était les accords entre De Gaulle et les Algériens. Le parti algérien à l'époque, si je me rappelle bien, s'appelait le FLN. C'est étonnant, comme ça ressemble un peu au FNL de chez nous, rien que la nomination. Donc Buyoya avait écrit un livre pour donc, son travail de mémoire. Il avait écrit sur le fait que les pourparlers, les accords d'Évian, avaient ramené la paix entre les Français et les Algériens. Disons que son logiciel, dans sa tête, dans ce qu'il avait écrit, il avait dit que les Français avaient assez de moyens, assez de légitimité, vu qu'à l'époque il y avait un pouvoir colonial et tout, mais que les temps étaient en train de changer et que les temps allaient en faveur des Algériens, parce que la France était une puissance occupante. Pour lui, la France n'avait pas la légitimité, bien qu'elle avait les moyens d'écraser tous les Algériens et d'y rester par force. Il avait remarqué combien les Nations Unies étaient contre la France et la pression que ceux-ci, les Nations Unies, faisaient contre la France pour qu'elle quitte l'Algérie, pour qu'elle abandonne son programme colonial. Et Buyoya avait écrit sur ça. Et donc il a écrit que la meilleure des choses à faire, c'était les accords d'Évian. Il fallait que les Français abandonnent l'Algérie, et il fallait que ce soit fait clean, quoi, dans la joie et dans la paix. Sans combat, sans effusion de sang. Il fallait, voilà, donner le pouvoir à travers des élections comme ils avaient fait dans d'autres pays d'Afrique. Mais en Algérie, ils avaient commencé par se battre. Et apparemment, Buyoya, quand il était jeune, ça l'avait un peu touché. Voilà. Donc, on peut se dire que quand il a pris le pouvoir, il se disait, tiens, j'ai une armée, je peux me battre, je peux gagner. Mais mieux vaut faire comme De Gaulle, à l'époque, avec les accords d'Évian, finalement redonner le pays aux Algériens et partir. Et donc, lui, il a redonné le pays au Frodébou et au CNDD, et il est parti. À part que De Gaulle repartait en France chez lui, Buyoya est parti en France chez De Gaulle. Alors, si vous lisez bien l'histoire d'Algérie, ce qui se passe maintenant au Burundi,
C'est ce qui s'est passé aussi à l'époque de l'Algérie libre, disons. Quand De Gaulle a lâché le pouvoir en Algérie, finalement, les gens à qui il a donné le pouvoir, les gens à qui il a fait les accords, pour qui il a fait les accords d'Évian, se sont retournés contre ces accords. Ces accords parlaient bien sûr du sous-sol algérien, qu'il fallait que la France garde un petit peu une mainmise là-dessus. Ces accords parlaient de ce qu'on appelle les harkis. C'était des gens qui avaient aidé les Français pour combattre l'OFLN. Il fallait qu'il y ait une forme quand même de respect pour ces gens-là, qu'ils ne soient pas emprisonnés, torturés et tout ça. Il fallait que la vie reprenne, et que juste l'OFLN reprenne le pouvoir et que les choses soient bien, tu vois. Mais c'est pas ce qui s'est passé. L'OFLN, quand De Gaulle leur a donné le pouvoir, ils se sont dit, en fait, vous nous jetez des miettes, vous nous méprisez encore une fois. Et ils se sont mis à tuer les harkis, c'est-à-dire les Algériens qui étaient du côté des Français. Ils se sont mis à violer les Françaises qui étaient restées. Ils ont commis des méfaits. Ils n'ont pas respecté les accords. Alors je ne sais pas si Buyoya, quand il écrivait sur les accords d'Évian, quand il bossait sur l'Algérie française, je ne sais pas s'il a bossé sur l'après-accord. Parce que s'il avait bossé un petit peu sur l'après-accord, il aurait compris que ce genre d'accord, ça ne marche pas. Généralement, quand une personne, quand il y a conflit, et que tu donnes le pouvoir comme ça à quelqu'un avec qui tu te battais, sans qu'il ait gagné, il t'en veut. Il veut prouver qu'il a gagné de force. C'est ce que les Algériens ont fait. Finalement, quand ils ont eu le pouvoir, ils ont pris l'accord d'Évian, ils l'ont déchiré, et finalement, ils ont appliqué leur propre loi, une loi de vengeance. Et voilà, ils ont massacré, ils ont tué, ils ont génocidé. Et ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au Burundi, quand finalement le CNDD a reçu le pouvoir sans avoir gagné la guerre. Ils ont déchiré l'accord d'Arusha et ils se sont mis à pourchasser et persécuter tous ceux qui ont collaboré avec Buyoya. C'est-à-dire que autant De Gaulle a quitté l'Algérie pour aller en France, je vous rappelle que l'accord d'Arusha est un copier-coller, c'est un modèle des accords d'Évian, du moins dans la tête de celui qui a conçu ça. Pour moi, c'est déjà ça sa première erreur. C'est d'avoir pensé, copier un truc fait par De Gaulle, qui lui rentre en France, et toi tu le copies, tu es au Burundi, tu vas où? Bon, si tu es égoïste, oui, toi tu vas aller en France, mais tous tes collaborateurs, tous ceux qui sont restés au Burundi, ont été pourchassés et persécutés par le CNDD-FDD. Tous. À commencer par Kadege, ensuite Domitien, tout ce monde-là qui étaient les techniciens ou les metteurs en scène ou les réalisateurs de l'accord d'Arusha, tous ceux qui sont restés au pays ont été pourchassés par le CNDD-FDD. Le CNDD-FDD, c'est un peu les FLN de l'époque, de chez De Gaulle. Donc ça, c'est sa première erreur. Oui, il a bossé sur l'Algérie française, mais il n'a pas bossé trop sur l'après. S'il avait su que c'est comme ça que ça allait se passer, je suis sûr qu'il ne l'aurait pas fait ainsi. En tout cas, pas ainsi. Parce que finalement, les accords d'Arusha, c'est un papier que beaucoup ne l'ont pas lu, beaucoup ne veulent pas le mettre en place parce que ça ne les arrange pas. Voilà. Et autant que l'ont été les accords d'Évian. Donc, pas les accords d'Évian, la défiance, mais les accords d'Évian, Évian, l'endroit. Évian comme l'eau, là. Donc, ça, c'est sa première erreur. Il a voulu copier-coller un modèle occidental, encore une fois. Mais est-ce qu'on va le lui reprocher? Ça, c'est sa psychologie, c'est comme ça qu'il pense. La deuxième erreur de Buyoya était ce que j'appelle en Kirundi le Nirumveko. Nirumveko, c'est quoi? C'est une attitude qui dit ça ne me concerne pas. En gros, je vais m'expliquer. Quand le CNDD-FDD a commencé à traquer toute personne qui a travaillé avec Buyoya, quand ils ont commencé à mettre en prison tous ces colonels, quand ils ont commencé à prendre leurs biens, quand ils ont commencé à tuer tous ces jeunes des quartiers, quand ils ont commencé à persécuter la presse, à persécuter Sindohidje, même si Sindohidje était un ennemi de Buyoya,
Pour le CNDD-FDD, tous ces gens-là, que ce soit la presse, que ce soit les ONG, que ce soit ces jeunes des quartiers comme Motakura ou Chibitoki, tout ce monde-là représente l'ancien monde, le monde de l'époque de Buyoya. Donc, ce que Buyoya n'a pas compris, c'était quand le CNDD était en train d'attaquer les petits des quartiers, la société civile, les ONG, la presse indépendante, au fond, ils étaient en train d'attaquer son héritage à lui. C'était lui qui était visé. Et ça, il ne l'a pas compris. Il a joué le ça ne me concerne pas. D'ailleurs, je ne sais pas si ça le concernait, mais, ou alors il ne se sentait pas concerné, mais ça le concernait, parce que c'était lui qui était visé. Euh, de croire que ça ne te concerne pas, je trouve que c'est d'une naïveté incroyable. Ou alors il le voyait, il se disait, écoute, je vais aller au Mali, faire les pourparlers de la paix, je vais aller au Madagascar, je vais aller en Centrafrique. Le Burundi, j'ai abandonné. Oui, toi, tu as abandonné. Mais les gens que tu as laissés au pouvoir, le FLN algérien ou le CNDD burundais, eux, ils t'ont pas oublié. Ils vont s'atteler à démanteler tout ton héritage et à s'attaquer à toi. Donc, quand le CNDD tuait un enfant des quartiers de Motakura, au fond, il visait Buyoya. Quelque part, c'était lui qui était visé. Vous voyez, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2003, la première des choses qu'ils ont fait, plutôt 2005, pardon, la première des choses qu'ils ont fait, c'était mettre en prison Kadege et Domitien. Domitien qui avait été le président de la transition et Kadege qui était le vice-président de la transition, qui les a mis eux au pouvoir. Quand ils les ont mis en prison, il y a eu des réactions de la communauté internationale, tout le monde disons le monde entier s'est mobilisé pour ces deux personnes. Le CNDD s'est dit, ah merde, c'est pas, oh putain, c'est pas une tâche facile de s'en prendre à un ex-président, à un vice-président. Mais s'en prendre à un petit des quartiers, s'en prendre à un ancien colonel, ça c'est facile. Et à l'époque, ils avaient commencé à tuer des anciens colonels en 2005-2006, sous forme d'un vol qui s'est mal passé. Ça passait pour des criminels qui venaient voler, ils tuaient des gens, je me rappelle un colonel de Kinindo qui avait été tué en rentrant chez lui. Bref, tous ces événements le visaient lui. Et ça, il ne l'a pas compris. Il a joué le Nirum Veko, ça ne me concerne pas. Le Nirum Veko aussi, c'est... Non seulement ça ne me concerne pas, mais aussi je ne suis pas responsable. C'est-à-dire, je ne vais rien dire ou faire par rapport à ce qui se passe. Comme ça, on ne va pas me mêler à cette histoire. Donc il a fait ça, il est parti, lui et tous ses collaborateurs. Tous sont partis, tous ont quitté le Burundi. Et tous sont partis travailler pour la communauté internationale. Peut-être qu'il se disait que, voilà, si tu es fonctionnaire de la communauté internationale, d'une institution internationale, tu es protégé. Ce qui est vrai. Mais les gens que tu as laissés, ben, eux, ils ne sont pas protégés et tu t'enlèves les mains. Et aujourd'hui, voilà, il y a un procès contre lui, engagé par ces types qu'il a laissés au pouvoir, qu'il a lui-même installés au pouvoir. Il les a installés basés sur une idéologie colonialiste, parce que De Gaulle était colonialiste. Bouyoya, toi, quand tu étais au pouvoir, tu étais juste un type qui a fait un coup d'État, un putsch, tu n'étais pas un colon, quoi. C'est bon. Après, je ne sais pas s'il a bien fait ou pas de négocier, mais je vous ai donné la pensée sur laquelle il s'était basé pour entamer les négociations et les pourparlers d'Arusha. La même erreur que Buyoya a fait, Gwassa est en train de la faire. Gwassa n'a pas négocié, c'est vrai, mais Gwassa ne comprend pas, ou alors s'il le comprend, il fait comme s'il n'avait pas compris. Il ne comprend pas que quand on est en train de mettre en prison tous les membres du CNL, tous les anciens membres du FNL, c'est lui qui est visé. Ils ne le mettent pas lui directement en prison, parce que peut-être ils se disent qu'il n'est pas encore temps, ou que la balance n'est pas en leur faveur. C'est-à-dire que ce qu'il y a à payer, ou les conséquences qu'il subirait, seraient plus que, voilà, la joie de le mettre en prison, ou finalement l'aboutissement de ce qu'ils veulent faire. Mais Gwassa n'est pas en train de comprendre que on met tout un membre en prison, on les torture, après on va pourchasser toute la société civile qui crie quand on met tes membres en prison. Toi, Gwassa, tu ne comprends pas que quand on s'attaque à tous ces gens-là, à la presse libre, à la société civile,
à Pacifique Nina, à tout ce monde-là. Finalement, c'est à toi qu'on s'attaque. Ils sont en train, en fait, tous ces gens, la société civile, les membres CNL, la presse, blablabla, c'est le bouclier humain. C'est ce qui vous protège. Autant que Bouyoya, tous ces ex-FAB, tout l'environnement, au fait, qu'on appelait ouverture démocratique, tout ce qu'il avait laissé, c'était comme des boucliers humains. Il ne le savait pas. Et le CNDD enlève ses boucliers, enlève, jusqu'à te toucher toi. C'est pareil pour Gouassa. En ce moment, il est isolé. Il a fait des élections presque tout seul, sans la communauté internationale qui était là pour couvrir. Il a dit qu'il pouvait lui-même finalement s'assurer du bon déroulement des élections. Voilà, le CNDD a triché les élections, ils ont pris le pays de force. Et qu'a fait Gouassa? Il s'est isolé, encore une fois. Et qu'a fait le CNDD? Ils ont encore une fois attaqué son bouclier humain. Tous les jours, ils grignotent, jusqu'à ce qu'ils pourront l'atteindre, lui. Donc ça, c'est l'erreur que beaucoup de dirigeants burundais commettent. Dirigeants ou leaders ou... tous ces gens influents pardon. Voilà, c'est ça que j'avais à vous dire. Donc Buyoya a fait les accords d'Arusha basés sur une idéologie ou une expérience qui s'est passée en France coloniale, à l'époque, et il a voulu l'appliquer sur le Burundi. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est ça. Hein, je crois aussi que Mandela, à l'époque, dans la tête de Mandela, ramener le CNDD au pouvoir, c'était un peu ramener l'ANC au pouvoir. Il prenait un peu Buyoya et tous les colonels Tutsi, un peu comme les blancs sud-africains. Mandela, il croyait à cet accord, vu que les accords de chez lui en Afrique du Sud avaient marché, contrairement aux accords sur lesquels se basait Buyoya déviant. Les accords le général de Gaulle et les Algériens. Voilà. Donc, résumé de ce que j'ai à vous dire sur son procès. Je vous éclaire déjà sur son intention de négocier. Voilà pourquoi il a voulu négocier. C'était son logiciel, c'était dans sa tête. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Deux, pourquoi il est attaqué? C'est parce qu'il n'a pas compris que comment s'attaquer à son héritage. Son héritage, c'est l'ouverture démocratique. C'est tout cet écosystème qui était resté de lui. Voilà, la presse libre, tout ça, les parlements, le partage du pouvoir et tout ça. Et la deuxième erreur, c'est le Nilo Mveko. Le Nilo Mveko, c'est vraiment, je le répète, c'est cet aspect où on s'attaque à des gens qui te ressemblent ou qui te sont associés, mais tu ne t'en rends pas compte. Qu'on s'attaque à toi. Même si toi, tu ne te sens pas associé à ces gens-là. Je suis sûr que Buyoya, là où il est assis, je ne sais pas, au Mali ou en Centrafrique ou en Éthiopie ou en France ou je ne sais pas, il ne se sentait pas associé à un jeune de Mutakura ou Chibitoki. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce jeune qui mourait pour défendre les accords d'Arusha, quand le CNDD s'en prenait à lui, le CNDD s'attaquait à Buyoya. Et ça, Buyoya ne l'a pas compris. Quand on s'attaquait à son bouclier humain. Également, Gouassa. Tous ces gens qui crient et qui sont en train de payer pour avoir parlé contre les élections qui ont été volées, et on les met en prison, on les torture, on les emprisonne. Il n'est pas en train de comprendre que tous ces corps retrouvés dans la rivière, c'est à lui qu'on est en train de s'en prendre. C'est lui qui est visé. Et finalement, on en revient à ça, c'est une boucle. Hein. Toi, tu es leader, tu te sens très haut, intouchable, et on tue tout ce petit monde que tu ne connais pas, tous ces gens, tu ne les connais pas. Mais au fond, tous ces gens, dans la tête du CNDD, dans leurs yeux, dans la manière de voir le monde, quand ils s'en prennent à eux, ils s'en prennent à toi. Ou alors ils s'en prennent à eux doucement. La société, la communauté internationale va crier. Ils s'en prennent à eux encore, on brûle les médias, on pourchasse les journalistes, on les met en prison. Mais au fond, c'est vous, Buyoya, Gouassa, même le Frodebo, vous êtes visés vu qu'ils avaient mis Domitien en prison une fois. Ils ne l'ont pas oublié, ils attendent l'occasion. Donc, voilà, faites gaffe quand même, faites gaffe, voilà.
Quant au procès, s'il est coupable ou pas pour le meurtre d'Ondadaye, parce que c'était pas un coup d'État, c'était un meurtre, les gars. Ils n'ont même pas revendiqué ce coup d'État de 93. Euh, bon, moi je vous dirai ce que je sais par rapport à ça un autre jour, mais déjà je sais qu'en 93, il y a eu des négociations entre les Français qui devaient quitter Kigali et venir s'installer au Burundi. Il y avait un contingent français au Rwanda et la France ne voulait pas quitter la sous-région, la région des Grands Lacs. Et, et Mitterrand à l'époque exigeait d'être soit à Kigali, soit à Bujumbura. Et je sais qu'il y avait des enjeux par rapport à ça. Euh, c'est compliqué. Bon, je ne sais pas s'il l'a fait, mais s'il l'a fait, bon, écoute, qu'il paye de ses crimes, voilà. Mais après, est-ce qu'il doit payer auprès du CNDD-FDD? Je ne le crois pas. Si j'étais lui, jamais je le ferais. Parce que c'est pas des saints aussi, hein, le CNDD. Donc, c'est pas à eux d'auto-juger. C'est pas une justice sous leur houlette qui a à auto-juger. Donc, qu'il doit y avoir jugement, oui, mais de la part de qui peut-être la communauté internationale, peut-être les générations futures, mais pas actuellement, pas comme ça, pas dans ce contexte-là. Parce que c'est pas un contexte de justice, c'est pas un contexte de, de souci d'équité. On le sait bien, on sait bien pourquoi ils font ça. De toute façon, c'est pour l'écraser lui. C'est comme le FLN, comme je vous l'ai dit. Ils font ça pour éradiquer tout ce qu'il a laissé, casser ce que lui il représente et le casser lui aussi en tant que personne, pour que tous ceux qui se reconnaissent en lui se sentent aussi cassés. Donc oui, il doit y avoir justice, mais justice en bonne et due forme. Pas comme ça. Voilà, c'est mon avis et vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Donc, si je trouve les liens, je vais vous les mettre sur cette histoire d'accord d'Évian. Pour Mandela, qui faisait une forme de copier-coller entre ce qui se passait au Burundi et ce qui s'est passé en Afrique du Sud, si je trouve les liens, je vais vous les donner. Parce que Mandela, pour lui, les Tutsis, c'était voilà, les Blancs. Et les Hutus, c'était les Sud-Africains. Il y a toujours cette idée qu'ils avaient mis dans Buyoya, comme quoi les Tutsis n'appartiennent pas à ces terres du Burundi. Voilà. Même Mandela faisait ce rapprochement, qui est bizarre, parce que finalement, c'était des Burundais qui négociaient entre eux. C'était pas un blanc burundais qui négociait contre un noir burundais, c'était des blancs, plutôt des burundais qui négociaient entre burundais. Également pour cette histoire d'Algérie, où De Gaulle négocie avec des Algériens, ben c'est un Français qui négocie avec des Algériens. C'est pas, voilà, il y a pas, chacun a un territoire bien déterminé. Et dans le cas d'Afrique du Sud, chacun a une couleur de peau bien déterminée. Vous allez me parler de nez et tout, mais écoutez, c'est un truc de Burundi. Voilà, parce que là-bas, ils ont les Afrikaans, les Bourses, ils ont une langue à eux, les Zoulous ont leur propre langue, les Kossas ont leur propre langue. Nous, c'était des pourparlers en Kirundi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Buyoya. Ndadaye, ce qui s'est passé, c'est horrible, c'est triste. Le procès doit avoir lieu. Mais dans quelles conditions? C'est très important, les conditions. Il ne faut pas que le procès ait lieu dans un climat de vengeance. D'ailleurs, de personnes qui ne veulent pas se venger, qui sont en train de le faire par calcul politique. C'est des types, ils ont passé 15 ans au pouvoir, c'est maintenant qu'ils y pensent. Donc, il faut faire attention. Voilà, merci, bonne réflexion.